Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé de faire un petit point sur les indices. Donc, notamment ici, je vais parler un petit peu du Nasdaq, on va parler un petit peu du dollar, on va parler un petit peu des directives qui ont été données par Trump sur les taxes douanières, etc. Je ne rentrerai pas dans le débat si c'est une bonne chose, une mauvaise chose. Honnêtement, je m'en fous un petit peu, mais on va parler de l'impact que ça pourrait avoir justement sur le marché et tout ce qui pourrait se passer. Juste avant, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'analyse le marché quotidiennement depuis 2019, tous les jours. Donc, si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire. Et aussi à mettre un petit commentaire. Également, je vous rappelle, il y a un mentorship qui arrive bientôt. Il vous suffit simplement de cliquer sur le premier lien en commentaire épinglé. Ça va permettre de te former de A à Z au trading et à l'analyse technique et surtout au price action. Et je vais t'enseigner des concepts qui sont très très puissants. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça te ramène sur cette page. Il te suffit simplement de t'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Pour l'instant, il n'y a rien à faire de plus. BitGet en ce moment t'offre 20 USDT. Il y a toutes les modalités qui sont expliquées sur la page de BitGet ici pour récupérer tes 20 USDT. C'est très rapide. Et une fois que ça c'est fait, tu seras éligible pour récupérer le mentorship. Je suis en train de le tourner. C'est pas encore fini. Il est juste ici. Je vais tourner un cours juste après d'ailleurs. J'en ai encore pas mal à tourner, mais ça arrivera très très bientôt. Et après, ça arrivera au compte-gouttes. Mais là, il faut que je finisse quand même quelques petits trucs avant de vous le poster. Alors, pour revenir ici sur le Nasdaq et les indices. Alors déjà, première des choses, qu'est-ce qui fait qu'on a un marché indice qui freine depuis pas mal de temps? Donc là, ça fait depuis le 17 décembre qu'on n'a pas fait d'ATH. Donc ça fait depuis un peu plus d'un mois et demi. Également, on a eu l'élection de Trump, donc le marché a bien apprécié quand même en soi avec ce push haussier, mais depuis, il y a un petit peu comme une sorte de problème. Alors, le premier décalage baissier, pour recontextualiser un petit peu toutes les choses, ça va être la Fed, ici, donc Jérôme Powell, qui a annoncé 2 baisses des taux en 2025, alors que le marché s'attendait clairement à 3 baisses. Donc ça, c'était vraiment pas attendu par le marché, et du coup, première vague baissière. On a un retracement. Ici, on a l'inflation qui continuait d'augmenter et le marché qui carrément s'est mis à pricer une baisse des taux. Donc ici, c'est ce qui a expliqué cette deuxième jambe et je dirais même cette troisième. Pourquoi? Parce que une baisse des taux serait pas positive. De base, le marché s'attend à 3. Powell nous en annonce 2 et au final, le marché se met à pricer une baisse. Pour ceux qui se demandent comment on sait le marché price combien de baisses des taux, c'est très simple. Vous avez un outil qui s'appelle le CME Watch Tool. Vous allez dessus et en fait, ça va vous mettre les probabilités des taux d'intérêt tout simplement. Donc là, je vais refresh la page parce que c'est down. Et actuellement, je vais vous dire, le marché se projette sur une baisse des taux de combien de fois cette année? Alors là, en décembre 2025, le marché se projette à nouveau sur 2 baisses de taux d'intérêt ici. Ok, c'était pas le cas il y a encore quelques jours, donc ça change beaucoup. Il y a vraiment une indécision entre une ou deux baisses. Qu'est-ce qui fait que le marché oscille beaucoup? En fait, ça va être toutes les lois de Trump au niveau des taxes douanières. Là, on voit que c'est en train de négocier. Le Canada essaierait de négocier avec les États-Unis, que les États-Unis pourraient aussi négocier avec la Chine. Donc là, le marché est en train de se dire, OK, s'il y a de la négociation, ça sera meilleur que ce que Trump veut faire dans tous les cas. Les mecs vont pas négocier pour... Alors, soit ils vont pas trouver d'entente et ça sera ce que Trump a proposé initialement, soit ils vont trouver un terrain d'entente et bien sûr, quand tu négocies, bon, bah, Trump va peut-être abaisser légèrement les taxes, ce qui pourrait permettre éventuellement de repricer plus de baisses de taux. Pourquoi? Parce que si Trump met en application ce qu'il a dit, au taux auquel il l'a dit, ça pourrait refaire monter vraiment l'inflation fortement au début. En fait, ce que Trump est en train de jouer, c'est une augmentation de l'inflation éventuellement sur du court terme, et tout simplement que derrière, on ait les États-Unis qui soient capables de mettre en place une, comment dirais-je, une production fait maison, donc une production américaine, ce qui permettra en fait, à long terme, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que les prix vont augmenter, les États-Unis ne seront pas autosuffisants au début, donc les citoyens américains vont malheureusement devoir acheter des produits qui sont importés de Chine, du Canada, du Mexique, etc. Ce qui fait que l'inflation va augmenter pour les consommateurs. Si l'inflation augmente, la Fed ne pourra pas baisser les taux d'intérêt. C'est pour ça que là, ces taux sont en train de bouger beaucoup, les probabilités, parce que Donald Trump, tout simplement, il a foutu un peu la merde avec sa directive. Sauf que ce sur quoi Trump il spécule, c'est OK au début de l'inflation, sauf que si le pari est réussi, c'est-à-dire qu'ils arrivent vraiment à produire et à être autosuffisants, ils vont pouvoir tout simplement mieux contrôler les prix vont être moins chers, donc l'inflation ensuite baissera, et vu qu'ils vont produire américain, ils vont pouvoir justement, au lieu d'enrichir les autres, ils vont s'enrichir encore plus eux, ce qui fait que simplement leur PIB et leur croissance économique va continuer d'augmenter. Donc inflation qui chute plus PIB qui augmente, ça c'est super bullish, ok? Mais au début, malheureusement, le pari, déjà le pari, c'est est-ce qu'ils vont réussir à être autosuffisants? Combien de temps ça va leur prendre? Alors j'estime que les États-Unis, oui, ils ont l'infrastructure pour l'être, les usines également, mais combien de temps ça va leur prendre? Et justement, est-ce que ça va pas rendre l'inflation beaucoup trop agressive, ce qui empêchera d'avoir une baisse des taux de cette année? Et en fait, ce qui pourrait se passer, c'est que les premiers mois de 2025 soient compliqués sur les marchés, que ce soit les indices, le Bitcoin, etc., parce que le Bitcoin est très corrélé aux indices américains. Pourquoi? Parce que
au début, l'inflation pourrait remonter. Et ici, sur Trueflation, on voit que pour le moment, l'inflation a extrêmement chuté. Mais ça, c'était avant que Trump annonce déjà les taux et qu'il veuille mettre en application officiellement ce qu'il a dit sur les taxes douanières. Là, au niveau de l'inflation, vous voyez, on a bien chuté. On avait vu ici cette structure de top. Donc, en soi, ça pourrait permettre au prochain CPI de baisser. Je crois qu'il y a un décalage de 40 jours avec ce que donne Trueflation et les datas de la Fed à peu près. Mais ça pourrait indiquer un CPI plutôt baissier en février et mars. Pourquoi pas? Par contre, si d'ici là, l'inflation, elle remonte, et là, c'est ce qu'on va observer avec Trueflation, si vraiment les taxes se mettent en application et qu'au cours des prochains mois, l'inflation remonte, ça sera pas positif et ça empêchera la Fed de baisser les taux. Et là, actuellement, la Fed, elle peut, en soi, avec les chiffres du prochain CPI, nous dire oui, on va baisser les taux d'intérêt, etc. Mais derrière, il y a l'épée de Damoclès, parce que si derrière, ça prend du temps comment dirais-je, de produire américain et de pouvoir faire baisser les prix et de booster l'économie, tout simplement, si la Fed baisse les taux et que Trump, que l'inflation augmente à cause de ce qu'a mis en place Trump, ça pourrait permettre à l'inflation de remonter beaucoup trop vite et bloquer la Fed et complètement défoncer tout le travail qu'elle a fait. Donc là, la Fed, elle n'a pas trop le choix en fait que de ne pas baisser les taux pour le moment. Et la prochaine baisse des taux serait ici en juin ou juillet. On va voir ce sur quoi le marché se projette. Ouais, ça serait en mois de juin. Une baisse des taux au mois de juin, peut-être au mois de mai maintenant. Non, clairement, quoique. Ouais, non, clairement au mois de juin. Première baisse des taux en juin. Ce qui va être intéressant, c'est est-ce qu'ensuite il y aura une deuxième baisse? Ce qu'il faut comprendre, c'est que si l'inflation remonte en flèche, il n'y aura pas de baisse des taux cette année, il n'y en aura probablement qu'une. Et hier, il y a Trump qui a dit oui, la Fed et Powell ont eu raison de ne pas baisser les taux d'intérêt. Donc en soi, Trump, avant son mandat, était en mode oui, moi je vais arriver, c'est moi qui vais fixer les taux d'intérêt, on va mettre les taux d'intérêt bas, etc. Et maintenant, il est en train de dire ouais, ils ont eu raison de ne pas baisser les taux. Donc, est-ce que Trump est en train de changer un petit peu d'idée? Est-ce qu'il sait justement que son plan va créer beaucoup d'inflation et que la Fed n'a pas du tout intérêt à baisser les taux maintenant pour essayer de contrer un maximum l'inflation que va créer justement les taxes douanières pour qu'ensuite, une fois qu'il puisse produire américain rapidement, faire baisser l'inflation et là, la Fed pourra baisser les taux? Et ce qu'aura fait Trump, ça aurait été très bien parce que derrière, ça pourra vraiment contrôler l'inflation aux États-Unis, en tout cas sur tout ce qui est partie alimentaire, etc. Et ça pourrait éventuellement permettre à l'inflation de baisser. Et également, il y a des indicateurs qui sont importants à observer. Le pétrole est un excellent indicateur d'inflation. Le pétrole ici, qui est en train de consolider depuis quelques temps, Trump qui aimerait bien que le pétrole baisse, parce que quand le prix du pétrole est bas, l'inflation généralement est très basse, voire on est dans un marché en déflation. Donc là, vous voyez le gros rush du pétrole de 2020 jusqu'à 2022, on a eu une explosion de l'inflation. Et là, depuis beaucoup de temps, le pétrole consolide. Donc si jamais le pétrole arriverait à baisser, là, ça pourrait vraiment être très très bon pour simplement l'inflation et permettre à la Fed de baisser ses taux d'intérêt. Mais du coup, l'inflation et des taxes douanières, ça renforce éventuellement le dollar américain, qui est venu travailler une zone extrêmement importante. Et c'est de se dire que pour l'instant, on travaille un fair value gap baissier qui était resté ici et que il est tout à fait normal de voir le marché américain consolider, enfin le dollar index, pardon, consolider ici dans ce fair value gap baissier. C'est le rôle d'un fair value gap, c'est de faire consolider le prix, voire de le faire retourner. Et grosso modo, le dollar américain reste haussier tant que le prix ne vient pas, pour moi, s'installer sous ses swing high. Ça veut dire qu'on ne devrait pas voir le dollar chuter fortement tant qu'on ne repasse pas sous ses swing high. Et un dollar qui est fort, ça peut mettre de la pression sur les indices, surtout si les taux des bonds augmentent. Et donc, ce que vous devez regarder, c'est les taux des bonds à moyen long terme, donc on va prendre les taux à 10 ans et plus. Là, les taux pour l'instant sont sous résistance et le marché n'est pas en train de paniquer en se disant oh là là, la Fed ne pourra pas baisser les taux d'intérêt. Ok, c'est pas ce qu'est en train d'indiquer le taux des bonds. Par contre, si jamais on commence à péter cette résistance ici sur les bonds, là attendez-vous à ce que le marché s'attende clairement à une inflation trop forte, à ce qu'une Fed ne puisse pas baisser ses taux d'intérêt et du coup à ce que les bonds soient beaucoup plus rémunérateurs. Et ça montrerait également un switch du côté des risk-off où il y a beaucoup de gens qui pourraient se dire bon les bonds sont très rémunérateurs, les assets à risque font pas grand chose, on va aller acheter des bonds. Et ça, il faudra surveiller parce que si vous avez les bonds ici qui montent, si les bonds sont en train de poser un bottom et que les taux des bonds augmentent, derrière, là ça va inciter beaucoup de gens à aller se positionner sur les obligations. Et ça indiquera que ces mêmes institutions qui se positionnent sur les obligations estiment qu'il y a beaucoup trop de risques à être exposés sur les actions et les indices et donc les crypto-monnaies, ça serait pas positif. Alors je dis pas que ça va arriver, mais c'est vraiment des graphiques à observer. Et là, on voit pas encore de retournement, mais si au cours des prochaines semaines, ça commence à monter comme ça et à péter à breakout ici, là, ça pourrait être des signaux comme quoi ce sera pas trop top pour les indices. Et donc, pour revenir sur le Nasdaq et voir un petit peu ce qu'on peut voir techniquement, alors, il y a un concept qui est plutôt sympa. C'est d'observer ce qui s'est passé sur le mois de janvier. Ça peut nous donner un petit peu une idée de l'action du prix sur l'année, ce qu'on appelle le baromètre de janvier. Et pour faire simple, on va prendre ici
l'action de prix du 2 janvier, donc ouverture des prix en janvier, jusqu'au 31 janvier qui était juste ici. Et en fait, ici je vais vous changer de couleur, je vais vous mettre ça en bleu, et ça va être d'étendre ça jusqu'au 31 décembre, et ça peut nous donner une idée de qu'est-ce qui va se passer cette année, éventuellement. Alors bien sûr, c'est pas fiable à 100%, je vous invite à backtester et à voir sur les années précédentes, mais bon, historiquement, c'est quand même assez précis, et en fait, ici, ce serait la première année où on aurait une année de turbulence, et en fait, ça me semble totalement cohérent parce que 2022, hausse des taux d'intérêt, on s'est fait défoncer sur les marchés. On a eu une année qui a été très baissière. 2022, c'était l'une des années les plus baissières pour les indices. Ensuite, 2023, transition, l'inflation a commencé à pas mal baisser, les marchés ont commencé à remonter, avec pas mal de turbulences aussi au niveau des crises bancaires, etc. Mais la Fed a été là pour soutenir, donc pas de souci. 2024, pareil, une année qui a été quand même, pas mal de turbulences ici en été avec la hausse des taux au Japon, mais en soi plutôt positif. L'année finit clairement dans le vert, donc ça a été pas trop un problème. 2021, pareil, une année plutôt haussière, et à chaque fois le baromètre de janvier annonçait plutôt ceci, ce qui allait se passer. C'est-à-dire en gros 2023 une année haussière, 2024 une année haussière. Là 2025, le baromètre indique plus une année peut-être de transition et un petit peu de découpage dans tous les sens, et c'est normal, ça correspondrait aux mesures de Trump, qui a quand même des mesures qui sont assez agressives, à une inflation qui pourrait persister, ce qui empêcherait la Fed de baisser les taux d'intérêt, et donc ça correspondrait, et ça fait sens, si jamais on a une année peut-être de transition avant de repartir à la hausse au cours des prochaines années par la suite. Et du coup, le baromètre, il était en train d'indiquer un pump en début d'année, c'est ce qu'on a eu, et là, le baromètre, il indiquerait plutôt un marché américain plutôt baissier à peu près jusqu'au mois de mai. Alors ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer, mais ça pourrait indiquer un premier trimestre peut-être de range, un deuxième trimestre de baisse, et ensuite le baromètre indiquerait plutôt une reprise haussière. Et justement, ça correspondrait en fait à Trump qui met en place ses taxes douanières, ce qui fait que l'inflation remonte, ce qui bloque la Fed pour baisser les taux d'intérêt, et les marchés paniquent un petit peu en se disant « oh là là, c'est chaud ». Et puis ensuite, le pari de Trump qui est gagnant, où l'inflation baisse parce qu'ils arrivent à produire américain, et derrière, la Fed qui pourra se permettre d'améliorer son discours en disant ce que Trump a mis en place, voilà, ça fonctionne, on s'attend à ce que l'inflation puisse baisser, les chiffres commencent à être bons, on peut se reprojeter sur une baisse des taux peut-être un peu plus agressive en 2026, 2025 était une année de transition, blablabla, et ensuite le marché qui se remettra à pumper justement en amont d'une baisse des taux un peu plus forte en 2026, et du coup avoir la transition à la milieu de l'année pour avoir une reprise haussière jusqu'en 2026 et peut-être plus, parce que les marchés, je vous rappelle, qu'ils sont haussiers sur du long terme, et parier contre une fin de cette tendance, c'est un peu couillu pour le moment de mon point de vue, à mon avis. Alors peut-être qu'on est sur une récession proche, c'est pas impossible, c'est clairement possible, mais pour l'instant, je ne vois pas forcément de changement dans cette dynamique de prix ici, pour l'instant. On verra si ça se dégrade. Et d'un point de vue technique, alors ce qu'il va falloir observer, c'est pour l'instant cette dynamique baissière qui perdure, c'est-à-dire Bitcoin, le Nasdaq, pardon, qui est dans un flux de retracement. On a essayé ici d'aller repartir dans quelque chose d'haussier, mais malheureusement, la cassure de cette trendline baissière, le marché n'arrive pas à structurer quelque chose d'haussier de l'autre côté pour l'instant. Ce qui serait positif d'un point de vue technique, c'est tout simplement de voir le prix se maintenir au-dessus de cette trendline et rester fort. Là, ce qui pourrait permettre au marché américain de repartir faire des ATH, et ça serait très positif pour le Bitcoin éventuellement. Mais tant qu'on n'arrive pas à faire ça, malheureusement, ça reste un breakout, un pullback, et le marché pourrait tout simplement décider encore de longer cette trendline, et donc là, le marché pourrait décider de faire ça si jamais. Moi, ce que j'invite à observer, c'est ici, vous voyez, notre indicateur qui montre ces fair value gap, également des volumes imbalance, donc en fait, il y a du gap ici, il y a également du fair value gap, et c'est toute cette zone. Tant que le prix n'arrive pas à casser cette zone de prix, il y a des chances que ce sommet puisse rester protégé et que le Nasdaq puisse décider d'aller s'occuper de récupérer tous ces lots ici. Si c'est le cas, ça pourrait indiquer un Nasdaq qui peut baisser pendant quelques semaines éventuellement. Ce qu'on observe sur le prix en mensuel, depuis qu'on est venu combler ce fair value gap mensuel, en théorie, l'objectif devrait être d'aller faire un nouvel ATH. Par contre, si le prix n'arrive pas, en ayant cherché ce fair value gap, à nous faire un nouvel ATH, si le marché perd ce fair value gap, il y aura des intérêts à aller plus bas, comme sous les 20 600 points. Mais le prochain point d'intérêt majeur du Nasdaq sera d'aller chercher sous les 20 000 points. Et ça correspond un peu à ce que nous dit le baromètre de janvier, vous vous rappelez, un marché baissier ou un turbulent jusqu'au mois de mai, qui aurait pour objectif, et là c'est un peu les objectifs pour moi qu'on pourrait venir chercher. Quand je vois le graphique comme ça, en mensuel, je vois pas vraiment de gros points d'intérêt, honnêtement, avant qu'on regarde le prix en trimestriel. Et du coup, notre point d'intérêt, à mon avis, sera le plus bas trimestriel du trimestre précédent, sous les 19 800 points. Ce sera la direction du prix, de mon point de vue, si le Nasdaq est vraiment en train de former un top ici et qu'il n'arrive pas justement à s'affranchir de ses fair value gap et qu'il choisit de prendre une direction baissière. Ce sera d'aller chercher du coup toute cette consolidation
ici. Et du coup, en traçant un petit fib, en fait, l'idée serait simplement de venir retracer cette jambe haussière, d'offrir tout simplement pour les prochaines années un point d'entrée dans les zones de rechargement éventuellement. Donc, ce serait rien de dramatique, hein. Si on regarde sur du long terme, ce serait juste un retracement. On price un peu là, les turbulences de Trump. Ensuite, le marché repartira au nord très probablement et reprendra sa dynamique haussière comme il le fait depuis des années. Mais en gros, on pourrait réavoir une phase comme ça pendant quelques mois, le temps que le marché se remette des taxes douanières, etc., et de l'inflation que ça peut créer. Donc, à observer l'inflation, à observer les probabilités des taux d'intérêt. Et si l'inflation remonte énormément, bon, bah, attendez-vous plutôt à ce genre de turbulence parce que ça bloquera la Fed dans une potentielle baisse des taux, ce qui serait pas super positif. Et ici, on peut voir qu'on a des zones de prix à retravailler, notamment des fair value gap vectoriels. Donc, ce serait sous le plus bas du mois d'octobre, qui est un plus bas trimestriel, de venir développer un petit peu le prix ici, éventuellement, pour y former un bottom et là repartir dans quelque chose d'haussier. Okay, parce que la tendance à long terme reste quand même haussière. Alors, je ne sais pas si sur d'autres unités de temps, peut-être en échelle 6 mois, on a des choses intéressantes. Ici, bon, ça vient d'ouvrir, mais peut-être un immediate rebalance ici. Après, bon, ça me paraît très bas, 17 300. Ouais, donc dans l'idée, la zone de rechargement de la précédente impulsion serait pas déconnant de revenir bosser cette zone pour venir chercher les fair value gap. J'en sais rien si on va revenir chercher cette zone. Déjà, c'est très dur de parier contre le Nasdaq et de dire que le truc peut baisser de 12% au cours des prochains mois. Je vous le dis, historiquement, parier contre le Nasdaq, ça fonctionne jamais très bien quand tu paries en short dessus. Je dis pas qu'il faut shorter le Nasdaq, hein. Je dis juste que si cette dynamique reste intacte, bah, au vu des choses qui ont déjà été bossées, si le prix là vraiment revient là et se retourne pas, ben oui, là je pense que ça nous ramènera très probablement dans les zones de rechargement. Et comme son nom l'indique, c'est pour recharger sur du long terme. Et là, ce sera des points d'entrée très intéressants pour aller chercher plus haut au cours des prochaines années. Donc très souvent des extensions. Donc là, je sais pas si on avait atteint 161,800. Non, on s'est arrêté entre 1,272 et 1,44. Éventuellement, aller nous chercher, pareil, hein, si on va chercher les zones de rechargement, aller chercher derrière les 23 800, 23 200 points. Donc ce serait une future hausse qui pourrait être de 20, 26%. Si jamais on dip. Alors, encore une fois, je ne sais pas si on va dip. Je vois rien de baissier en hebdomadaire, je vois rien de baissier en mensuel, encore une fois. Donc en théorie, si on suit ces unités de temps, ce serait plutôt haussier. Mais en tout cas, en daily, hein, si ce fair value gap est respecté, il y a un monde dans lequel le Nasdaq a fait un premier displacement, il a retravaillé ce displacement et il repart sur une jambe baissière. Et ça sera à surveiller. Ok. Donc passer un petit peu le point. Encore une fois, j'ai pas de boule de cristal. Je sais pas ce qui va se passer. Pour moi, le billet reste baissier tant que ce fair value gap est maintenu. Le jour où ce fair value gap n'est plus maintenu, bon bah let's go, aller se faire un nouvel ATH et dans le meilleur des mondes, tout va bien pour aller nous faire une continuation haussière dès maintenant. Et peut-être que finalement les taxes douanières ne se feront pas en fonction des comment dirais-je, des négociations. Mais franchement, ça m'étonnerait beaucoup. Je pense que Trump a tout intérêt à mettre ça en place. Honnêtement, enfin, elle a trop parlé pour pas le faire de mon point de vue. Je le vois pas retourner sa veste maintenant et avoir l'impact que ça aura sur le marché. En théorie de l'inflation, donc difficilement une baisse des taux, donc ce qui peut créer des turbulences, ce qui correspondrait au baromètre de janvier. Et si je le mets à échelle, du coup, si on va chercher les objectifs, et je m'arrêterai ici, vous allez voir, c'est intéressant. Je fais avec vous, je découvre, hein, j'ai pas fait encore avant. Ce que je vais faire ici, hop, il faudra aller jusqu'en décembre. Mais c'est ce qui montre que ça pourrait vraiment être une année de turbulence ici. Hop, non, attendez, ça c'est retourné. Voilà, ce serait plutôt ça. Ce serait plutôt quelque chose comme ça, par exemple. Vous voyez. Donc un rebond début d'année, c'est ce qu'on a eu. On n'est pas venu chercher la TH. Hein. Si on va chercher les zones de rechargement, ce serait quelque chose comme ça. Donc une descente longue et chiante où le marché américain ne fait plus grand-chose. Ensuite, l'inflation s'améliore, le pari de Trump est gagnant. Les marchés remontent parce que la Fed va pouvoir améliorer sa politique monétaire. Bon, là, le baromètre indique peut-être je sais pas, ce qui se passerait fin 2025, mais quelque chose. Ça peut ne pas être le cas, ça pourrait juste être un petit retracement et continuer. Mais en tout cas, ça serait de finir l'année dans le vert. Donc, ça serait les 6 premiers mois chiants, donc février, mars, avril, mai, ouais, on va dire les 4-5 premiers mois en relou. Et ensuite, ça s'améliore. Donc, un premier trimestre chiant, un deuxième trimestre qui prépare le bottom et troisième et quatrième trimestre plutôt haussier, ce qui pourrait être le scénario des crypto-monnaies également, là où tout le monde s'attendait à un bull run premier trimestre, peut-être premier trimestre consolidation ou dump, deuxième trimestre belle consolidation, troisième et quatrième trimestre prise haussière. En tout cas, c'est ce qu'indique le baromètre de cette année sur le Nasdaq. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire si vous aimez ce genre de contenu. C'est pas ce que je fais généralement, mais ça m'intéressait de
le faire pour aujourd'hui. Également, je vous rappelle, en lien épinglé, vous avez tous les liens importants, formation gratuite, nouveau mentorship. Vous avez aussi le copy trading qui est rentable. On vous met toutes les stats à chaque fois dans le Discord. On a fait 33 TP sur les stratégies LIM par exemple la semaine dernière. Vous avez ici les TP, 13 TP, 12 SL, 6 BE sur les stratégies SPT qu'on est encore en train d'améliorer. Donc les stats devraient s'améliorer. Stratégie GOAT ici qui target 47% de rendement annuel pour le moment avec les stats actuelles. Tout est en lien épinglé et vous avez même la possibilité, si vous le souhaitez, de participer au concours BitGet. Il y a 15 gagnants qui peuvent gagner 100 USDT chacun. Il vous suffit juste de vous inscrire sur notre broker partenaire qui est BitGet. Vous cliquez sur ce petit lien ici, concours, vous mettez votre mail identifiant BitGet, vous avez juste à faire un dépôt de 100 USDT, valider votre KYC pour être éligible au concours. Je ferai le résultat, je ferai le tirage au sort fin février, je contacterai les gagnants. Et également, si vous souhaitez rejoindre l'école et vous former à mes côtés, tous les jours j'analyse le marché, surtout la crypto-monnaie. On va se focus pour trouver de bonnes opportunités, je réponds à vos questions, vous avez un accès privé au Discord, vous avez un accès privé à la formation de l'école également, 19 heures de cours, composé de 8 modules qui vous forment de A à Z. Si vous voulez vous former, c'est le meilleur endroit. Ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement, vous pouvez essayer un mois et arrêter ensuite. Vous avez sinon les offres 3, 6 et 12 mois qui, elles, sont moins chères, mais qui sont des paiements one-shot. Et vous avez ici les témoignages des membres si vous souhaitez les lire. Je m'arrête ici, bonne journée à tous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.